Le protocole de l'âme sensible. L'avantage asymétrique du 1%. Chapitre 1. Le mythe du fake alpha et l'illusion de la froideur. Ouvre les yeux. Fais un pas de côté et observe la matrice dans laquelle tu évolues tous les jours. Regarde le feed de tes réseaux sociaux saturés de vidéos de motivation bon marché. Regarde les couloirs de ton entreprise, les open space aseptisés, les salles de conseil d'administration. Qu'est-ce que tu vois réellement? Tu vois une armée de clones. Des hommes et des femmes qui ont écouté 3 podcasts sur la discipline, lu 2 résumés de livres sur le leadership et qui pensent qu'être puissant, c'est avoir la profondeur émotionnelle d'un mur en béton. Ils te vendent la culture du hustle toxique. Ils prêchent l'insensibilité comme si c'était le saint graal de la réussite professionnelle. Leur mantra tourne en boucle, coupe tes émotions, ne ressens rien, sois un robot, le marché s'en fout de tes sentiments. Ils se lèvent à 4 heures du matin, prennent leur douche glaciale, remplissent leur journal de gratitude en 5 minutes chrono et partent au combat avec un masque d'indifférence figé sur le visage. Mais regarde-les de plus près. Regarde derrière le vernis. Ces mecs-là ne sont pas des leaders, ce sont des exécutants glorifiés, des PNJ, des personnages non-joueurs coincés dans leur propre vie, récitant un script écrit par d'autres. Ils ont confondu le blindage avec l'amputation émotionnelle. Ils se sont anesthésiés à coups de cynisme parce qu'ils sont, au fond d'eux-mêmes, terrifiés par la puissance de leur propre système nerveux. Dès qu'une véritable crise éclate, dès qu'un signe noir apparaît sur le marché, dès qu'un deuil les frappe ou qu'une trahison détruit leur réseau, leur masque se fissure, parce qu'une armure rigide ne plie pas, elle éclate en morceaux. Pendant des années, on a essayé de te faire croire que ta sensibilité, ton empathie viscérale, ta capacité à être percuté de plein fouet par ton environnement, c'était un bug dans ton logiciel. On t'a dit que c'était une faille de sécurité critique, que si tu montrais que tu ressentais les choses, la concurrence allait s'engouffrer dans cette brèche pour te détruire. C'est faux. C'est le plus gros mensonge de la matrice, conçu pour maintenir les individus potentiellement dangereux dans un état de médiocrité docile. Et aujourd'hui, on va patcher ce système défaillant. Écoute-moi bien, et intègre cette donnée dans la couche la plus profonde de ton processeur central. Ta sensibilité n'est pas un bug. C'est la feature la plus premium, la plus rare et la plus indéchiffrable de ton architecture mentale. Ce que la masse ignorante appelle être trop sensible, le 1% des véritables stratèges l'appelle avoir un taux d'acquisition de data supérieur. Quand tu ressens le monde intensément, ton cerveau ne fait pas que subir des émotions. Il capte des micro-signaux, des anomalies statistiques dans le comportement humain que les autres ignorent complètement. Tu lis le langage corporel d'un client hésitant avant même qu'il ne prononce une objection. Tu perçois la friction toxique dans une équipe avant que les KPI de productivité ne s'effondrent. Tu captes la tendance macroéconomique parce que tu ressens littéralement la psychologie des foules et la panique des marchés. Ta sensibilité, c'est ta bande passante. Dans un monde plus en plus automatisé, où les algorithmes et l'intelligence artificielle peuvent rédiger des contrats, analyser des bilans comptables et optimiser des chaînes logistiques, la froideur analytique est devenue une commodité. Elle ne vaut plus rien. Ce qui vaut des milliards aujourd'hui, c'est la nuance, c'est la capacité à lire entre les lignes du code source humain. Celui qui a la plus grosse bande passante émotionnelle couplée à une logique implacable domine le jeu sans contestation possible. Chapitre 2. La vérité historique et le véritable ROI du stoïcisme. Pour justifier leur vide intérieur, les fake alpha adorent citer la philosophie ancienne. Ils adorent particulièrement le stoïcisme. Ils se font tatouer des crânes, des sabliers, des memento mori sur les avant-bras et balancent des citations latines pour se donner une aura de mystère. Ils pensent que le stoïcisme, c'est endurer la souffrance en serrant les dents et en refusant de verser une larme. C'est une vision de niveau 0. C'est une insulte à l'intelligence de ceux qui ont fondé cette école. C'est la version fast-food d'une philosophie impériale conçue pour diriger le monde. Prenons Marc Aurèle, le poster boy de ces faux durs. Crois-tu vraiment qu'il n'était qu'un bloc de glace? Cet homme était le PDG absolu de l'Empire romain, la plus grande machine de guerre et d'administration de l'Antiquité. Il gérait la peste antonine qui décimait sa population, il faisait face à des trahisons internes de la part de ses généraux les plus proches, il passait ses hivers dans la boue glacée des frontières germaniques pour repousser les invasions.
Il a vu mourir presque tous ses enfants en bas âge. Tu crois vraiment que son journal, ce chef-d'œuvre que l'on appelle les pensées pour moi-même, est le carnet de bord d'un homme qui ne ressent rien? C'est tout l'inverse. Quand tu lis Marc Aurèle, tu lis le désespoir, la fatigue écrasante, la frustration face à la stupidité humaine, le deuil, la colère. Il ressentait absolument tout à une intensité terrifiante. Mais la différence, c'est qu'il utilisait des frameworks mentaux pour processer cette information. Il ne fuyait pas l'émotion, il l'isolait pour l'étudier. Même chose pour Sénèque. Sénèque n'était pas un moine reclus dans une grotte, c'était le banquier le plus riche de Rome, un investisseur impitoyable, un stratège politique naviguant dans les eaux infestées de requins de la cour de Néron. Et Épictète, un ancien esclave, au corps brisé par la torture. Ces hommes connaissaient la douleur intime. Le stoïcisme premium, le vrai, ce n'est pas éteindre tes émotions pour peur qu'elles te débordent, c'est optimiser ton temps de latence entre l'impact émotionnel et ton exécution stratégique. C'est la maîtrise du logos, la rationalité supérieure, qui vient se superposer au chaos des passions. On ne te demande pas d'être un mur de béton. Le béton est stupide. Il encaisse jusqu'à son point de rupture, puis il s'effondre sans avertissement. On te demande d'être une structure architecturale en titane, équipée d'amortisseurs hydrauliques et de capteurs sismiques. Tu absorbes le choc, tu ressens la vibration dans chaque millimètre de ta structure, l'énergie cinétique est transférée, analysée, dissipée, mais ta fondation ne rompt jamais. Celui qui ne ressent rien est aveugle au volant in Formule 1. Celui qui est dominé par ses émotions est un passager hurlant sans toucher les pédales. Le leader premium, le vrai stoïcien moderne, ressent chaque aspérité de la route, recalibre la trajectoire en une fraction de seconde et accélère dans la courbe. C'est ça la maîtrise totale. C'est le retour sur investissement, le ROI de la sensibilité. Chapitre 3. L'avantage asymétrique de l'océan intérieur. Il est temps de changer de paradigme. Arrête de t'excuser d'être ce que tu es. Arrête de demander pardon pour l'ampleur de ton spectre émotionnel. Tu es un océan. Et les managers intermédiaires ont peur de l'océan. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie à apprendre à nager dans des piscines municipales, avec des bouées, dans des zones où ils ont toujours pied. Ils aiment les environnements contrôlés, les process rigides, les émotions prévisibles. Dès qu'ils sont confrontés à la haute mer, à la vraie passion, au vrai désespoir, à la vraie prise de risque viscérale, ils paniquent. Ton spectre émotionnel est infiniment profond. Et c'est là que réside ta plus grande force. Quand tu aimes un projet, tu n'y vas pas à moitié. Tu y vas all-in. Ton enthousiasme contamine la pièce. Il brise les barrières du scepticisme. Quand tu vois une injustice de marché, une inefficacité crasse ou une entreprise qui maltraite ses clients, ça ne te fait pas juste hausser les épaules. Ça te révolte viscéralement. Et cette révolte devient le business plan de ta prochaine disruption. Quand tu échoues, tu ne te contentes pas de cocher une case « leçon apprise » sur un tableau blanc. Tu as l'impression de mourir à l'intérieur. Ton ego est déchiré. Garde ça. Ne dilue jamais cette intensité pour plaire à des esprits étriqués. C'est ton avantage asymétrique. En finance, un pari asymétrique, c'est un investissement où le risque de perte est calculé et limité, mais où le potentiel de gain est astronomique, presque infini. Dans la vie d'un leader, ta sensibilité est ce pari asymétrique. Ressentir profondément, c'est ce qui te permet de créer des visions grandioses que les algorithmes, par définition limitées à la data du passé, ne peuvent pas générer. L'innovation de rupture ne vient jamais d'un tableur Excel froid. Elle vient d'une frustration profonde ou d'un désir ardent. C'est cette même intensité qui te permet de connecter avec un conseil d'administration, des investisseurs ou des partenaires, non pas en lisant des slides PowerPoint soporifiques, mais en leur transperçant le regard avec une conviction si pure, si ancrée dans tes tripes, qu'elle les cloue sur leur siège. Ils n'achètent pas tes chiffres. Ils achètent ton feu. Et la douleur de la défaite, cette sensation d'écrasement quand tout s'effondre, accepte-la comme une taxe de luxe. C'est le prix d'entrée VIP pour le niveau supérieur du jeu.
Pleurer sur un échec massif, être ravagé par la perte d'un contrat ou la trahison d'un associé, ce n'est pas être fragile ou faible. C'est l'honorer la mise de départ. C'est la preuve ultime que tu avais de la peau dans le jeu, le fameux skin in the game. Si tu ne souffres pas de la défaite, c'est que ton ambition était misérable dès le départ. Le monde corporate veut que tu sois un rouage lisse, remplaçable du jour au lendemain, parfaitement plug and play. Mais la valeur marchande obéit à la loi de l'offre et de la demande. La valeur se trouve dans la rareté absolue. Et rien n'est plus rare aujourd'hui sur ce marché saturé de fausses idoles qu'un leader authentiquement connecté à sa capacité de ressentir et de diriger simultanément. Chapitre 4. L'alchimie du 1% et le framework de la forge. La question est maintenant pratique. Comment on exécute ce shift mental ? Comment on passe de l'individu qui subit sa sensibilité comme une malédiction au stratège prédateur qui l'utilise comme une arme de destruction massive sur son marché ? C'est ce que j'appelle le concept de la forge. Comprends bien ceci. Tes émotions brutes, cette boule d'angoisse dans ton ventre avant un pitch, cette rage sanguinaire quand un concurrent te vole une idée, cet enthousiasme débordant quand tu as l'intuition du siècle, ce n'est que de la matière première. C'est de l'uranium enrichi. Si tu laisses l'uranium traîner dans la nature sans protection, il irradie tout ce qu'il touche. Il te rend malade, il détruit tes relations, il empoisonne ton jugement. C'est la passion toxique. Mais si tu prends ce même uranium et que tu l'insères dans les barres de contrôle d'un réacteur nucléaire, il génère assez d'électricité pour alimenter une métropole entière. L'énergie est la même. Seule l'ingénierie autour de cette énergie change. Voici le protocole de la forge. Prends des notes mentales. Premièrement, le traitement de la colère, le carburant de l'exécution. On passe notre temps à te dire de te calmer. On te dit « prends sur toi, respire, sois zen ». Refuse ce conseil. Ne te calme surtout pas. Garde cette agressivité, chéris-la, mais passe-la immédiatement au filtre impitoyable de ta raison. Ta colère face à la médiocrité ambiante, face au mépris d'un investisseur ou face à un système qui te bloque, ne doit jamais se transformer en une crise de nerfs puérile ou en un email incendiaire envoyé à 2 heures du matin. Ce serait gaspiller ton uranium. Ta colère doit se transmuter en un plan d'action de 90 jours d'une brutalité mathématique pour écraser la concurrence sur son propre terrain de jeu. La colère n'est pas faite pour crier, elle est faite pour construire des monopoles. Convertis chaque once de ta frustration en part de marché supplémentaire. Deuxièmement, le traitement de la peur et de l'anxiété, la matrice de la gestion des risques. Ton anxiété te réveille à 3 heures du matin ? Ton cœur bat la chamade à l'idée de lancer ce nouveau produit ? Parfait. N'essaie pas de méditer pour fuir cette sensation. C'est simplement ton système nerveux central, le superordinateur le plus puissant de l'univers, qui t'envoie une notification push pour te signaler « Attention, l'enjeu est vital, il y a des angles morts ». Remercie la data, accueille la peur et utilise cette énergie nerveuse pour surpréparer ton dossier. Pour faire tourner des scénarios catastrophes dans ta tête, ce que les stoïciens appellent la préméditation malorum, la préméditation des maux. Tu imagines le pire, la faillite, le rejet, l'humiliation, tu le ressens. Puis, à froid, tu crées les systèmes d'atténuation de risque pour que ça n'arrive jamais. La peur est ton département risk management interne. Troisièmement, le traitement de la tristesse et de l'empathie, le socle de l'empire. Tu penses que l'empathie est une faiblesse de bisounours ? L'empathie est ton outil de rétention des talents le plus féroce. Le marché de l'emploi est un marché de mercenaires. Tes concurrents tentent d'acheter les meilleurs cerveaux avec des chèques plus gros et des tables de ping-pong. Mais l'humain est fondamentalement tribal. Tes meilleurs éléments resteront avec toi s'ils se sentent vus. Ton empathie te permet de scanner une salle et de voir quel collaborateur est au bord du burn-out silencieux, quel est se sent sous-évalué. Tu n'interviens pas par charité. Tu interviens par pragmatisme de haut niveau. En comprenant leur douleur, tu crées une dette de loyauté que l'argent ne pourra jamais racheter. La volonté est ton enclume, la discipline est ton marteau. Tu prends cette sensibilité brûlante sortant des flammes et tu la forges, coup après coup, en une lame d'une netteté chirurgicale. Chapitre 5. Le gouvernail contre l'encre. L'épreuve de la tempête. C'est dans l'action, sous la pression extrême, que l'on sépare les imposteurs du 1%. Le concept central ici
et la dichotomie entre l'encre et le gouvernail. Un homme de base, qui n'a fait aucun travail sur son architecture mentale, subit son environnement. Son émotion est une encre. Imagine un voilier pris dans un ouragan financier. Le marché s'effondre, un client majeur annule son contrat, la trésorerie est dans le rouge. L'homme de base laisse la peur le submerger. Il jette l'ancre au beau milieu de la tempête. Il se fige, il paralyse ses équipes. Il prend des décisions à court terme guidées par la panique. Il vend à perte, il licencie sans discernement. Il accuse les autres. Quelqu'un critique son travail, son ego, fragile comme du verre, saigne abondamment. Il réagit à chaud, insulte son détracteur sur les réseaux et détruit 10 ans de réputation et de réseau professionnel en un seul tweet colérique. Le stoïcien premium, lui, utilise l'émotion comme un gouvernail. Tu es dans la même tempête, les mêmes vagues de stress hautes de 15 mètres s'écrasent sur le pont de ton entreprise. Tu ressens la puissance effroyable de l'eau. Ton estomac se noue. Tu as conscience du danger de mort de ton projet. Mais au lieu de jeter l'ancre et d'attendre de couler, tu attrapes fermement la barre. Tu utilises la violence même de la houle, l'énergie cinétique de la crise pour faire pivoter ton navire et prendre une vitesse fulgurante. Tu es touché par une remarque assassine en pleine réunion de direction. Un associé tente de te rabaisser publiquement. L'adrénaline monte. Parfait. Ne montre absolument rien sur l'instant. Garde un visage de marbre. Laisse les autres croire qu'ils ont marqué un point. Laisse-les se gargariser de leur petite victoire d'ego. Pendant qu'ils célèbrent, ton cerveau est déjà en mode calcul. Ton gouvernail intérieur enregistre l'information, modélise les failles psychologiques de ton adversaire, repère ses insécurités. Tu viens de récolter les plans de son étoile de la mort. Tu ne réponds pas. Tu prépares le contre-mouvement stratégique, à froid, qui va le rendre totalement obsolète et inutile dans l'organigramme d'ici 6 mois. C'est ça la vraie froideur d'exécution. Ce n'est pas l'absence stupide d'émotion. C'est la capacité redoutable de compartimenter le feu émotionnel, de le stocker dans un coffre-fort mental pour l'utiliser à froid des semaines plus tard, quand le retour sur investissement de ta frappe sera maximal. Chapitre 6. L'application tactique, la masterclass de la négociation hostile. Sortons de la théorie. Faisons un test grandeur nature, sur le terrain. Ferme les yeux et visualise la scène. Tu es assis à la table d'une salle de réunion anonyme, glaciale, quelque part dans un quartier d'affaires. C'est une négociation vitale pour ta boîte. En face de toi, un type en costume gris, un de ces requins autoproclamés du corporate. Son but n'est pas de trouver un accord gagnant-gagnant, son but est de te disrupter, de casser ton prix, de t'humilier pour prouver sa valeur à ses propres patrons. Il commence son show, il tape du poing sur la table, il élève la voix, il coupe la parole, il balance des ultimatums chronométrés. Il joue la carte de la domination classique, l'intimidation pure de l'animal alpha de bac à sable. Si tu as écouté les gourous qui te disent de couper tes émotions, tu as un énorme problème. Tu es aveugle. Tu ne vois que la surface des choses, un homme fort, bruyant, qui prend de la place. Ton cerveau reptilien se sent menacé, ton ego se rebelle. Tu as envie de crier plus fort que lui, de te mettre sur la défensive pour justifier tes prix. À la seconde où tu commences à te justifier, tu as perdu le contrôle du frame, le cadre psychologique de l'échange. Tu es devenu sa proie. Mais si tu es le leader du 1%, si ta sensibilité hyper calibrée est activée, c'est un massacre intellectuel qui s'annonce. Tu ne regardes pas son cirque, tu scannes le code source de la pièce. Tu ressens la vibration nerveuse derrière sa voix forte, tu remarques le micro-tremblement de son stylo. Tu observes la légère dilatation de ses pupilles, la micro-transpiration à la racine de ses cheveux. Ton radar émotionnel, branché sur des milliers d'heures de perception humaine, t'indique une donnée vitale, un secret qu'il essaie désespérément de cacher. Il est terrifié. Il bluffe. Il a des quotas à respecter. Son boss lui a mis la pression ce matin et il a infiniment plus besoin de finaliser ce deal que toi. Ta sensibilité, cette chose qu'on te disait de réprimer, vient de te livrer sur un plateau d'argent la clé de la victoire, l'asymétrie d'information. Tu sais ce qu'il ressent et il ignore tout de toi.
Pendant qu'il s'épuise dans son théâtre dramatique, tu ne dis rien. Tu laisses un silence de plomb s'installer dans la pièce. Un silence lourd, inconfortable, suffocant pour lui. Tu t'enfonces légèrement dans ton fauteuil, tu laisses la gravité de ton calme absorber toute son agressivité énergétique, comme un trou noir avale la lumière. Tu n'es pas perturbé, tu n'es pas en colère, tu es simplement en phase de collecte de data. Et quand il finit par perdre le fil de sa pensée, étouffé par ton absence de réaction, tu te penches en avant et avec une froideur chirurgicale, avec une empathie militarisée, tu déconstruis son argumentaire pièce par pièce. Tu ne l'attaques pas, tu lui exposes simplement sa propre réalité. Tu lui montres que tu comprends ses contraintes mieux que lui-même et tu lui imposes tes conditions, non pas comme une négociation, mais comme l'unique porte de sortie de secours que tu lui offres pour sauver sa peau. Boum. Tu viens de transformer une capacité émotionnelle de haut niveau en un effet de levier financier direct. L'intelligence émotionnelle premium, ce n'est pas pleurer en cercle de parole, c'est l'art occulte de lire le code de la matrice émotionnelle de ton adversaire pour la reprogrammer en ta faveur. L'Empire est la loi de l'attraction gravitationnelle. Le leadership transactionnel, je te paye X pour que tu fasses Y, est mort. Les intelligences artificielles géreront les transactions bien mieux que toi d'ici quelques années. Ce qui va te différencier, ce qui va te permettre de bâtir non pas une simple PME, mais un empire, c'est le leadership transformationnel. Et ce type de leadership nécessite de l'attraction gravitationnelle. Comment attires-tu les talents de classe mondiale? Comment attires-tu les investisseurs qui ont le choix entre 1000 projets? Tu les attires par ta densité. Un leader qui a tué sa sensibilité est un astre mort. Il n'a aucune gravité. Les gens orbitent autour de lui tant qu'il y a de l'argent à prendre, puis ils dérivent vers le vide dès que le flux s'arrête. Mais toi, en assumant la profondeur de tes ressentis, tes convictions viscérales, tes visions grandioses alimentées par tes émotions primaires, tu deviens une étoile à neutrons. Ta gravité est irrésistible. Les gens veulent travailler pour quelqu'un qui a une âme. Ils veulent suivre quelqu'un qui est capable de ressentir la douleur de l'échec et l'euphorie de la victoire avec eux. Ils veulent un chef de guerre qui saigne, qui transpire, mais qui ne recule jamais. Ton réseau professionnel ne sera plus une liste de contacts LinkedIn hypocrites. Il deviendra une phalange romaine, un groupe d'individus d'élite liés par une loyauté profonde, scellés par la compréhension mutuelle des enjeux émotionnels et financiers. Voilà à quoi sert ton cœur battant. C'est le réacteur de ton vaisseau amiral. Le flex ultime est la conclusion de la forge. L'heure des choix est arrivée. Demain matin, le soleil se lèvera et tu retourneras dans l'arène. Le chronomètre reprendra sa course. Tu vas inévitablement croiser ces types en costume gris, parfaitement repassés, armés de leurs tableaux croisés dynamiques, de leurs jardins creux et de leur cynisme en plastique. Ils graviteront autour de la machine à café, se plaignant des clients, du marché, de la conjoncture, tout en s'efforçant de paraître invulnérables. Et quand, lors d'un projet crucial, tu montreras que tu es prêt à mourir pour tes idées, quand tu feras preuve d'une intensité qui les met mal à l'aise, ils essaieront de te faire rentrer dans le rang. Ils essaieront de te rabaisser. Ils chuchoteront que tu es un mec trop intense, trop passionné, trop complexe, ou l'insulte suprême à leurs yeux, trop sensible. Que feras-tu à cet instant précis? Tu ne baisseras pas les yeux, tu ne bégayeras pas d'excuses, tu ne chercheras pas à arrondir les angles pour soulager leur médiocrité. Tu les regarderas droit dans les yeux, avec la tranquillité glaciale et souveraine d'un prédateur apex qui observe un troupeau d'herbivores brouter dans la plaine. Ne ressens aucune haine pour eux, ressens de la pitié. Ils ne jouent pas au même jeu que toi. Ils calculent des centimes d'euros de marge, ils optimisent des heures de bureau, pendant que toi, tu orchestres le destin d'un empire. Ils gèrent la survie, tu orchestres la conquête. Ta sensibilité est ton radar de classe militaire. Assume-la dans sa totalité. Paramètre-la avec la rigueur d'un ingénieur aérospatial. Optimise-la par la discipline stoïcienne. Sois cet océan de profondeur insondable. Laisse les autres patauger à la surface, se battre pour quelques mythes de fausse gloire. Ne sois pas la pierre inerte, stupide et sourde au bord de la route. Sois le feu majestueux. Le feu qui brûle l'obsolescence, qui éclaire les zones d'ombre de ton industrie et qui purifie ton marché en éliminant les imposteurs. Ressentir intensément, ce n'est pas être faible. Au contraire, c'est être radicalement vivant.
Et un homme radicalement vivant, armé de la logique et de la volonté, est par définition intouchable. C'est cela la véritable philosophie des empereurs. C'est le mindset du 1%. C'est l'exécution absolue dans un monde de bruit. Maintenant, la masterclass est terminée. Lève la tête, mets un ordre martial dans ton esprit, sors de cette pièce et retourne bâtir ton empire. Le monde t'appartient. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.